Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle on va mettre en place un petit serveur de domotique en fait qui va nous permettre par exemple de récupérer des capteurs de température ou d'utiliser des radiateurs connectés, enfin peu importe quoi, un serveur qu'on peut utiliser pour gérer la domotique de notre maison. Alors de base j'avais commencé un projet avec cette petite chose là qui n'est autre qu'un Raspberry Pi. Ça m'avait l'air de fonctionner plutôt bien la première fois que j'avais fait un serveur avec. Malheureusement, quand j'ai voulu le réutiliser dans mon nouvel appartement, il avait tendance à cracher en fait dès que je tentais de configurer en fait Zigbee to MQTT, qui est un logiciel en fait qu'on utilisera pour pouvoir gérer nos périphériques. Du coup, me disant que c'est de toute façon pas super pérenne puisque tout le système en fait était basé sur une seule carte mémoire en fait qui a tendance à défaillir en fait au bout d'un certain nombre de cycles d'écriture, j'ai décidé d'acheter un autre mini PC qui est l'Essence série. Alors je connais pas du tout la marque, hein, en réalité je m'y connais pas trop en hardware, j'ai simplement cherché sur Amazon en fait les petits PC qui existaient, qui coûtaient pas trop cher et qui avaient visiblement une bonne note. C'est celui-ci qui est ressorti quoi. Moi, ma foi, il m'a l'air de faire le taf. De toute façon, un Raspberry Pi, ça m'allait bien de base, quoi. Donc je suppose que avec ce serveur, on n'y verra que du feu, quoi. Donc bon, déjà la première étape, c'est de booter, de voir ce qu'il y a dessus, et ensuite éventuellement de changer l'OS parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un Debian ou quelque chose comme ça d'installé par défaut, quoi. Évidemment, je choisis de faire mon expérimentation le jour où j'ai pas d'écran de PC, parce que mon écran a crevé finalement après 11 ans de loyaux service, quoi. Bref, on va le lancer sur la télé et voir ce que ça va donner. Sachant qu'entre temps, je vais vous montrer, mais j'ai vu une petite étiquette en fait qui est posée sur le port Ethernet du micro PC qui nous dit globalement qu'il faut pas enlever, qu'il faut pas brancher le PC sur Internet avant sa première initialisation parce que sinon c'est trop long, enfin c'est plus long que prévu. Donc je suppose qu'il y a déjà un OS de préinstallé qui, une fois qu'il est connecté sur Internet, tente de se faire des mises à jour. Mais bon, du coup, on va le lancer sans celui-ci et on va voir ce que ça donne. Waouh, quand même incroyable les iPhones, on peut changer le zoom tout en ayant la vidéo qui tourne. Bon, je vous ai passé toute l'étape où je galérais à utiliser ma télé. Ouais, bon, le voilà connecté. En fait, j'ai pas pensé à brancher de clavier non plus, donc je vais peut-être rebrancher un clavier et revenir encore une fois, quoi. Bref, à tout de suite. Ça sera très rapide pour vous. Bon alors, nous revoilà avec un clavier dégueulasse branché. Mais bon, il a le mérite d'être là. Donc on va choisir le français. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous à faire? Est-ce le bon pays ou la bonne région? Ça en a tout l'air, hein. S'agit-il de disposition de clavier ou méthode de saisie appropriée? Alors, moi j'utilise le Bepo. Ah bah on peut le prendre en plus, excellent. Mais là, comme je vais devoir taper qu'à une seule main, comme je suis au téléphone avec vous, est-ce que je vais pouvoir le gérer? Bon, on va se mettre en français traditionnel. Je pense que ça sera plus simple, hein. De toute façon, on va pas se mentir, je pense que je vais pas garder ce système très longtemps, quoi. Mais je n'ai pas internet. Comment ça marche? Ok. Voilà, on voit que la traduction se met à jour en temps réel. Quelle belle technologie. Vous pouvez d'ailleurs admirer mon bel appartement dans le reflet de cette télé. Ouais, faut être indulgent, c'est ma première vidéo que je suis en train de tourner pour YouTube. Alors, ça sera peut-être pas la première qui sera publiée, mais en tout cas, c'est la première que je tourne avec aucun autre matériel que mon iPhone. Du coup, bon, on verra bien ce que ça donne, hein. C'est un petit projet qui m'a l'air marrant. Je me dis, quitte à tester des trucs, autant tenter d'immortaliser ça. Bon, je sais pas quoi dire d'autre pour meubler la chose pendant cette installation qui effectivement m'a l'air déjà
pas très rapide sans internet. Ah, il force, hein. Pourquoi il me l'a connecté? Est-ce qu'il a trouvé Bon, ben, j'accepte, hein. Qui utilisera cet appareil? Alors, un peu compliqué de répondre à cette question en fait. J'ai pas pensé encore à la façon dont je nommerai éventuellement ma chaîne YouTube. Donc, est-ce que je vais mettre un nom éventuel d'une chaîne YouTube? Est-ce que je vais mettre mon pseudo traditionnel? Est-ce que je vais mettre mon vrai prénom? Trop de choses à répondre. La vidéo sera trop longue si je me pose ces questions. On va juste m'appeler. Moi, c'est bien moi. Un mot de passe. Bon. Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent? Ah, mais en fait, j'ai l'impression que... On installe un Windows, là, non? Question de sécurité. Putain, ça existe encore ce genre de choses. Oh là là. Bon, ben... Question de sécurité 1. Mince. Quel était le nom de votre premier... Ah là là, ça existe encore ce genre de choses, quoi. Franchement, je pense que si j'ai un conseil à vous donner d'un point de vue sécurité, hein, n'étant pas forcément un expert de la cybersécurité, c'est de ne jamais répondre la vérité à ce genre de questions secrètes, puisque sinon n'importe qui de votre entourage, en fait, pourra facilement récupérer l'accès à tous vos comptes, en fait. Hein. Quel est le prénom du cousin le plus... Bon, allez, on va dire que mon premier animal des compagnies, c'est Jean. Désolé si tu t'appelles Jean. Tu aurais été mon premier animal de compagnie. La ville où je suis. Quel est le nom de la ville où vous êtes? Sérieusement, quoi. Et en plus, il faut 3 questions de sécurité, quoi, pour être vraiment sûr que la personne qui veut voler votre compte, en fait, elle ait bien une réponse à au moins l'une de vos questions. C'est ici. Et la troisième. Quel est le nom de l'école? Ah, en plus, j'aurais peut-être dû brancher une souris, hein, parce que je crois qu'il y a des choses au niveau accessibilité qui me manquent, là. Mais bon. De la première école. C'est là-bas. Oh là là. Quel manque d'inspiration. Et nous sommes repartis. Bon, je vais peut-être vous abréger la souffrance de cette attente en coupant une partie de la vidéo pour vous. Hein. Waouh! Quelle classe, nous voilà en fait sur Windows. Bon, bah très bien. Je suppose que cet OS ne sera pas le plus optimal pour gérer mon système de domotique. On va donc repasser sur mon autre PC pour voir comment le formater. Probablement dans un Debian. Je pense que c'est bien Debian. Hein. C'est un truc qui est relativement fiable et bien supporté en fait pour tout ce qui est domotique, quoi. Bon, on se retrouve plus tard. Donc nous voilà sur mon autre PC. Donc comme expliqué, on va télécharger Debian. Donc pour ça, simplement, je vais aller sur le site de Debian, quoi, debian.org. On va sur la page téléchargement. Ou autre téléchargement plutôt. Je sais pas ce qu'il a le lien dans le téléchargement, j'ai pas l'impression qu'il arrive, mais bon bref. C'est pas très grave. Et ensuite, je prends la ISO NetInstall qui est plus petite en fait que l'image traditionnelle en fait, simplement parce que j'ai pas de clé USB super grosse, quoi, donc je préfère le mettre là-dessus. Et ensuite, finalement, télécharger les différents paquets dont j'aurai besoin directement sur le serveur une fois qu'il sera connecté, quoi. Une fois qu'il sera connecté à Internet et installé donc. Vu qu'en plus, on part sur une installation domotique, donc on n'a pas besoin en fait de la presque intégralité des paquets qui sont disponibles sur l'image de base. Par exemple, on n'a pas besoin de serveur graphique, quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que Debian se télécharge.
Alors, nous revoilà un peu plus tard. Pardon. J'ai donc téléchargé l'ISO de Debian. Donc maintenant, l'idée ça va être de la transférer sur une clé USB en fait, que j'ai insérée sur mon ordinateur quoi. Donc là j'ai ma clé USB sur mon MacBook. Je vais télécharger dessus une image disque de Debian sur la clé USB, qu'ensuite je vais brancher dans le mini PC pour pouvoir booter dessus et installer le système quoi. Donc pour ça, la première chose à faire c'est de repérer en fait quel est le système de fichiers en fait correspondant à la clé USB. Donc je peux faire ça avec la commande discutils normalement. Discutils list je pense. Discutils, ok, sans S, list. Voilà, on peut voir en fait les 3 disques que j'ai sur mon système quoi. On peut voir a priori que la clé USB c'est le dev disk 4. En fait, pour pouvoir en être certain, ce qu'on peut faire en fait simplement c'est de retirer la clé USB. On relance la commande. Ouais, on voit qu'il n'y en a plus que 3 quoi. Je la réinsère. Hop, peut-être attendre un peu. Ouais, voilà, on voit que la quatrième, que le disque 4 est réapparu quoi. Donc ensuite, je vais simplement utiliser la commande dd qui va me permettre de copier en fait, de faire une copie au niveau bloc du fichier en entrée. Donc c'est if input file, se ligne dans tmp debian. Qu'est-ce qui se passe? En fait l'autocomplétion ne fonctionne pas. Input file tmp Debian, donc je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais ce sont les alias du direct. Hein. Et off, donc dev disk 4. Je pense qu'on est bon, hein. Vaut mieux regarder 2 fois cette commande avant de la taper parce que si on écrit le mauvais disque, on peut s'éclater son PC quoi. Évidemment, il faut être root pour le faire. Hop. Et voilà, donc là, la copie a lieu. Donc maintenant, il suffit d'attendre un certain temps quoi, et ensuite on pourra tester la clé USB. Alors ouais, moi je passe par la ligne de commande là pour copier l'image de l'OS sur la clé. Il existe d'autres outils graphiques, là j'en connais pas moi maintenant, mais il y a des choses un peu plus user-friendly que de passer par la ligne de commande si c'est pas votre truc quoi. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Nous revoilà un peu plus tard, donc la clé USB que j'ai formatée juste avant, c'est celle-ci. Une clé USB tout à fait normale, hein. Comme je vous avais expliqué, j'avais branché dans mon Mac et on a téléchargé l'ISO Debian. Donc maintenant, l'idée ça va être de la mettre dans le mini PC. Ah, compliqué, hein, une main. Ensuite, on l'allume. Et normalement, si le BIOS est bien fait, on devrait booter sur celle-ci plutôt que sur le Windows qui était initialement installé en fait sur le serveur. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, temps de suspense. Eh bien, eh bien. Ah, je suis con, j'ai oublié de brancher le... Ah, voilà. Ça ne va pas bien fonctionner hein, si le câble HDMI n'est pas dans l'ordinateur. Alors attendez, je vais modifier ça. Hop. Voilà. Voilà. Le bougre. Bon, le revoilà. Et nous avons booté sur Windows. C'est donc un échec. Très bien. On va le hard rebooter. Si ça se trouve, il y avait un bouton sur lequel il fallait appuyer quand on a lancé le PC. En général, c'est... on va directement sur... peut-être maintenir... plus longtemps, j'avais l'impression qu'on était sorti de veille plutôt que... plutôt qu'un vrai reboot. Donc on va retenter. Ah voilà, là c'est du vrai boot. Donc là j'appuie sur F2 et F8 je crois. Enfin un peu du backspace. Là ça dépend des cartes mères, hein. Des fois c'est échappe. Et ben non, c'est un échec. Bon je vous propose de
mettre en pause cette vidéo. Je vais regarder sur internet comment faire et je vous retrouve un peu plus tard. À toutes. Bon, bien, on se retrouve pas beaucoup de temps après. En fait, la solution, bah, c'était bien d'appuyer sur la touche échappe, hein. J'ai juste pas été assez rapide, je pense, la première fois que je l'ai fait. Alors, on va rallumer le PC. Voilà. On attend d'avoir le boot, voilà. Et là, on appuie sur échappe. On appuie plusieurs fois, hein, je sais pas trop. C'est pas possible. Ça fonctionnait avant. Là, je pense qu'on est de nouveau en train de booter sur Windows, hein. Bon. Quelle galère. Qu'on appuie. Là, la LED, elle est rouge. Voilà, j'attends jusqu'à ce que la diode s'éteigne complètement. Je rallume. La LED est blanche. J'essaie d'appuyer avant que le BIOS s'affiche cette fois-ci. Ok, voilà. On est dedans. Bon, alors là, j'ai appuyé trop. Donc, on ne quitte pas directement le BIOS. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va dans le menu, en fait, boot, qui est tout en haut à droite. Et là, on voit, en fait, qu'effectivement, en fait, les boots options, d'abord, on boot sur le disque dur. Et ensuite sur les périphériques. Donc nous, ce qu'on veut faire en fait, c'est booter d'abord sur la clé USB et ensuite éventuellement sur le disque dur. Alors hard disk Windows Boot Manager ou sur le NVMe. Je sais pas ce que c'est le hard disk Windows Boot Manager. On va peut-être le laisser en deuxième. Je vais prendre le NVMe en troisième. NVMe en fait c'est le disque dur. Hein. C'est l'abréviation pour dire que c'est un disque dur de type SSD là. Je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en gros c'est le disque dur quoi. Et l'autre truc, le Boot Manager Windows, je sais pas trop ce que c'est peut-être quelque chose en rapport avec UEFI, le système de partitionnement, je sais pas. Bref, en tout cas, on veut booter d'abord sur la clé USB. Donc là, je pense qu'on est bon. Donc maintenant, on peut sauvegarder les changements et puis partir. Hop. Maintenant, on laisse le boot normal et voilà. Et on démarre en fait sur la clé USB en fait. On voit qu'on est bien sur Debian. Mince, j'aurais peut-être dû mettre installation avancée, je sais pas trop ce que je vais faire là. En tout cas, on se met bien en français. France. Disposition du clavier. Français. On ne peut pas choisir plus précisément la disposition du clavier, tiens. Pour le coup, ça serait quand même marrant que sur Windows, on peut choisir le Bepo par défaut, hein, mais pas sur Debian, quoi. Ouais, comme quoi. Alors, on va se connecter sur le réseau. Donc là, on en a deux, effectivement. Donc, alors... Ouais, ok, on a l'interface Ethernet, donc c'est celle-ci, je pense. Les noms des interfaces avec systemd n'ont toujours aucun sens pour moi, quoi, mais bon, bref. C'est pas le but de cette vidéo. Ouais, on va prendre la seconde interface qui m'a l'air d'être la wireless, donc celle qui va utiliser le Wi-Fi. Ou alors, est-ce que j'utiliserai pas plutôt... Ouais, bref, c'est pas très grave en fait, on va partir là-dessus. Alors, je vais mettre en pause la vidéo le temps que je configure mon réseau et je vous retrouve juste après. Bon, bah nous revoilà avec la configuration réseau d'activer. Bon, bah donc du coup, visiblement, j'ai pu réussir à m'authentifier correctement sur le réseau. Donc, on passe à l'étape suivante de l'installation. Il faut que je donne un nom à ma machine. Il y a trop de trucs auxquels j'avais pas pensé. Trop de trucs hautement philosophiques surtout. Comment je vais appeler ce serveur? Je vais peut-être l'appeler Home Service, simplement. Parce qu'on le verra dans une autre vidéo, mais je pense que je vais installer un Proxmox dessus pour pouvoir en faire un serveur multi-usage si un jour j'ai éventuellement envie d'en faire autre chose qu'un simple serveur de domotique. Mais on verra ça plus tard. Home Service. Bon, c'est un peu pourri quand même. Hein. Il faudrait peut-être un truc un peu plus jovial. Je pourrais l'appeler... Bref, on s'en fout. Home Service, c'est bien. Le domaine à la partie.
partie de l'adresse, mais je ne vais pas avoir de domaine. Ok. Ouais, on va dire que c'est comme c'est très bien. On n'utilisera pas ce genre de truc. Le mot de passe route. Alors, le mot de passe de l'utilisateur route. Bon voilà, du coup j'ai mis un mot de passe pas forcément très fort, en fait on s'en fout un peu puisque comme je disais, cet utilisateur là en fait ne sera pas accessible en fait directement, ne sera pas accessible directement, en fait il ne pourra pas se connecter. Donc on soit pas besoin de trop s'embêter. Sachant que mon utilisateur système, enfin mon utilisateur qui, qu'est-ce qui se passe? Sachant que mon utilisateur qui lui se connectera en fait sur la machine en fait directement, donc l'utilisateur en SSH, son mot de passe à lui sera plus fort et sera géré par un gestionnaire de mots de passe. Donc nous revoilà. Donc j'ai juste rentré le nom de mon utilisateur qui n'est pas un utilisateur système et son mot de passe quoi. J'ai cliqué sur entrée et puis on continue finalement on continue l'installation. Donc maintenant on en arrive à la méthode de partitionnement. Donc pareil, le partitionnement c'est savoir comment on veut découper le disque dur en fait en fonction des différents usages. Nous en fait on va utiliser tout le disque dur en manuel. Et je vais utiliser qu'une seule partition. Parce que bon, j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir plusieurs partitions. C'est un peu s'embêter pour pas grand-chose, quoi. Hop, alors attendez, comment on fait ça? Configurer le RAID, non, configurer. Pareil, on va pas mettre de système chiffré, là. NTFS, ok. Alors attendez, partitionnement. Comment ça marche, ce truc? Ok, donc la partition UEFI, celle on la laisse. C'est la partition qui va permettre de gérer tout ce qui est boot. Par contre, les autres, moi, je serais assez d'accord de les virer, en fait. Hein. Microsoft réserve de partition. On va supprimer cette partition. Allez, c'est fini, ça dégage. Pareil, partition NTFS, on va la supprimer aussi. Hop. Et finalement, la troisième partition, je sais pas à quoi elle servait non plus. Ça dégage. Du coup, on se retrouve avec un espace libre de 500 mégas qu'on va utiliser pour créer notre partition. On mettra tout dessus en fait. Hein. Taille, ok. C'était comme système de fichier. Moi, j'aime bien BTRFS en fait, hein, comme système de fichier. Je sais qu'il est pas mal décrié, il consomme un peu plus de data, mais l'avantage de BTRFS, c'est que je trouve que le snapshotting, c'est quand même quelque chose de super pratique, par exemple, pour faire les backups. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais si par exemple vous avez un serveur avec des bases de données ou des fichiers médias qui sont assez volumineux et que vous voulez faire des backups régulièrement, bah, les snapshots BTRFS vous permettent en fait de monter l'état de votre système de fichiers à un moment donné ailleurs en fait dans votre système de fichiers. Vous pouvez faire le backup depuis cet autre emplacement. Vous risquez pas du coup de corrompre votre backup parce que les données en fait sont mises à jour en même temps que vous copiez les données ailleurs en fait, puisqu'en général un backup prend facilement plusieurs dizaines de minutes quoi. Enfin bref, on va utiliser ça. Point de montage, ok. Option de montage, défaut, étiquette, aucune. Ça m'a l'air bien. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Allez hop. Une personne s'est choisie comme espace d'échange. L'activation d'un espace d'échange swap est recommandée. Ouais, les swaps, c'est pareil. Est-ce que je vais vraiment mettre un swap? Est-ce qu'il me reste de l'espace disque?
fait, on s'en fout, pas besoin de swap. J'ai 16 Go de RAM sur ce truc pour faire tourner. Bon, il y aura quand même un PostgreSQL normalement dans ma stack technologique, donc peut-être qu'effectivement j'aurai besoin de RAM, mais bon, de base c'était censé tourner sur un Raspberry Pi à 1 Go de RAM, donc on va partir du principe qu'on n'a pas besoin de swap. Bon ben voilà, on n'a plus qu'à attendre, hein. Le système de base est en train d'être installé. Alors comme dit, c'est un peu dommage que j'ai pas fait une installation avancée parce que je sais pas trop quel paquet il va m'installer là. Je pense que je vais me retrouver avec une interface graphique. Bon, au pire, je pourrais toujours la supprimer après coup, quoi, c'est pas très grave. Alors, le miroir qu'on va utiliser pour télécharger les mises à jour, c'est ça, ouais. On va prendre le pays de France, hein, deb.debian.org. Écoutez, a priori, je pense que c'est une bonne idée d'utiliser les serveurs officiels de Debian pour télécharger les différents paquets de Debian, hein. Pas de serveur mandataire non plus. On se connecte directement sur le vrai net. Configuration de Polari Contest. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Envoyer anonymement des statistiques. Est-ce qu'on a envie d'envoyer les statistiques à Debian ou pas? Trop de choix, quoi. Trop de choix. Bon, allez, participants à l'étude statistique. Ah, ok, très bien. Donc, on peut choisir les paquets qu'on veut installer. Donc, comme je disais, mon environnement de bureau, j'en ai pas besoin, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce serveur-là aura vocation à être utilisé que comme serveur, c'est-à-dire à travers SSH, hein, comme je vous l'expliquais avant. On ne va pas s'y connecter, on n'aura pas d'interface graphique. Le câble HDMI qui le branche à la télé, là, une fois que le serveur sera installé, il sera définitivement retiré. Il sera branché qu'à Internet, en fait, en Wi-Fi ou en Ethernet, à voir, quoi. Et je m'y connecterai forcément à chaque fois depuis un autre PC, quoi. Et du coup, j'utiliserai que la ligne de commande, donc j'ai pas besoin d'environnement de bureau, quel qu'il soit. Par contre, il me faut un serveur SSH. Utilitaire Usual System, je suppose qu'on va le laisser, quoi. Un assemblage. Je sais pas ce que c'est que ce truc. On va dire qu'on n'en a pas besoin. Il n'est pas coché par défaut. Installation de Grub. Donc Grub, c'est le système qui va permettre de booter finalement sur le Linux. Hâte de voir comment ça va fonctionner en fait, sachant que de base on avait le truc Windows là dans le MBR. Ah, l'installation est terminée. Du coup, a priori, tout est bon. Donc, on va pouvoir enlever la clé USB du port USB, rebooter et voir si on démarre bien sur le nouveau serveur. Hop, je retire la clé. Voilà. Hop, elle n'est plus dans le serveur. Pourquoi on fait ça? Parce que rappelez-vous, en fait, on a configuré l'ordre de boot avant pour qu'on démarre d'abord sur la clé, ensuite sur le disque dur. Du coup, si on laisse la clé en fait branchée dans le lecteur, en fait, on va booter indéfiniment dessus, quoi. Donc là, en la retirant, normalement, on va rebooter sur le disque dur. Ah bah voilà, excellent. Je pense qu'on n'aurait pas dû laisser le truc Windows en premier. On va retourner dans les BIOS, hein. Faire un petit changement d'ordre de boot. Hop. Enfin, pour accéder dans un mode de récupération. Je me demande quand même ce qui va se passer. Soyons curieux, expérimentons un petit peu. Allons à l'aventure. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur F1? Quand même hâte. Sachant que j'ai supprimé toutes les partitions Windows en fait, hein. Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est rappelez-vous, c'est la partition qu'on n'a pas supprimée. Je pense que c'est ça le truc qui est sur le MBR. Donc forcément, appuyer sur F1, ça ne fait rien. Appuyons sur F8 pour accéder aux paramètres de démarrage. Ah non, il n'y a vraiment rien y faire. Échappe, dernier truc.
Suspense, suspense. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah ok, il nous rentre dans le boot directement. Ben, c'est sympa en fait, parce que c'est ce que je voulais faire. Donc on retourne dans le boot et puis on change. Là, vous voyez, boot option 2, j'avais gardé ce truc-là, là. Hard disk Windows Boot Manager. La partition qu'on avait laissée aussi. Ben, en fait, on va booter directement sur le NVMe, sur le disque dur, quoi. Et je pense que on aura moins de problèmes maintenant. Espérons. Qu'est-ce que je me fous là-dedans, là? Ce truc est toujours là. Bon, alors que c'est bon, là. Mais est-ce qu'il a redémarré? Bon, appuyons sur le bouton. Redémarrons pour de vrai. Ça, au moins, on sait ce qui se passe. Là, la LED est éteinte, donc je suppose qu'il est vraiment éteint et pas en veille. J'appuie dessus, il se rallume. Hop, on va retourner. Ouais, directement ce truc-là. Bon, bah malheureusement, nous sommes face à un imprévu. Je vais voir comment résoudre ce problème-là et je vous reprends tout de suite après. A plus. Nous revoilà dans le processus d'installation en fait de Debian et je pense qu'à mon avis j'ai dû me foirer au niveau du partitionnement en fait des disques. Je me demande si on va tester le partitionnement assisté en fait. Ou alors attendez, manuel, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau justement de l'EFI en fait pour gérer la partition de boot en fait. Parce que là on a toujours la partition de boot Windows et à mon avis ça va pas fonctionner. Je sais pas comment on peut EFI système partition, ok, utilisé comme zone réservée pour le chargeur d'amorçage BIOS. Je sais pas si c'est censé être ce truc là, partition système EFI. Voyons voir si j'utilise la configuration partitionnement assisté, pardon, et là je vais prendre le disque tout entier. Est-ce que je peux choisir le système de fichiers ou pas? Donc là j'ai mes deux disques, en fait j'ai la clé USB que j'utilise comme live CD actuellement, et j'ai le disque dur en fait de mon ordi, donc je vais l'installer sur le disque dur quand même. Ensuite il nous demande le schéma de partitionnement qu'on aimerait avoir. Donc comme je disais, moi je préfère tout mettre en fait sur une seule partition. Je trouve plus que ça soit forcément utile aujourd'hui, surtout sur un serveur comme ça en fait, de séparer les fichiers home par exemple ou d'autres choses dans, sur un autre système de fichiers ou sur un autre point de montage, parce que tous les systèmes de fichiers je trouve se valent plus ou moins pour une utilisation en tout cas pas hardcore quoi, et je vais pas utiliser plusieurs disques quoi, donc autant faire ça comme ça quoi. Donc là qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc l'ESP, donc je suppose que l'ESP c'est la partition de boot. L'ESP de l'UEFI qu'il va utiliser en le formatant. Il utilise EXT4, alors je vais voir pour pouvoir le mettre en BTRFS comme dit. Ok, fin de paramétrage de cette partition. Ok, donc on a l'ESP de BTRFS, il m'a mis un swap de 16 Go, ce qui me paraît beaucoup, mais bon ok, parce qu'effectivement la norme dit que on doit mettre autant de swap qu'on a de RAM, donc j'ai 16 Go de RAM, donc il m'a mis 16 Go de swap quoi. Heureusement que j'ai pas 100 Go de swap, hein, de RAM, pardon. Mais bon, bref. Terminer le partitionnement, appliquer les changements. Ok. Donc on va supprimer les partitions. Ok, on fait ça. Bon, puis suspense, hein, on va voir ce que ça va donner maintenant. Bon, je vous ai passé cette réinstallation en vitesse grand V, puisque c'est exactement la même chose que j'ai fait avec la première fois. Du coup, nous revoilà à la fin de l'installation. On va retirer à nouveau cette clé USB. Et puis suspense, hein, est-ce que maintenant, on va pouvoir booter correctement?
On va le voir très rapidement. Oh là là, quelle attente. Quelle série. Ah bah c'est bon. Alors c'est dégueulasse, hein. C'est illisible. Là vous voyez là-haut, là, dans le coin, dans les 15 pixels que j'ai en haut à droite, j'ai mes boots options. Donc là j'ai booté sur Grub en fait, qui est le système d'amorçage par défaut sur Debian. On peut voir que je peux choisir de démarrer soit sur Debian, soit les d'autres options de boot qui sont disponibles, mais bon, ça fonctionne bien, c'est illisible, chose tout à fait traditionnelle sur les écrans à haut DPI. C'est bien, c'est là qu'on reconnaît Linux, hein. Gérer les écrans, c'est tellement une galère. Donc nous voilà, on est bien connectés. Donc là maintenant, si j'avais des jumelles de disponibles, je pourrais utiliser ma télé en fait comme ordinateur sans problème, comme ordinateur sous Linux, pardon, en passant à travers ce petit ordinateur là, qui de base était sur Windows 11, j'ai l'impression, et qui maintenant est sur Debian 13. Voilà, du coup, bon, comme je vous ai expliqué plus tôt, l'idée ça va certainement pas être d'utiliser en fait ce serveur à travers cette télé, hein, c'est pas du tout le but, ça va être d'installer en fait tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir l'utiliser comme petit serveur de domotique, quoi. Mais bon, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Allez, à plus tard.